On s'est contacté l'autre jour, on va se tutoyer, on va se dire tu, Ouais, c'est plus simple. ouais, Donc, suite à un truc que j'avais mis sur Facebook, tu as réagi, puis après on est rentré en discussion communication. Voilà. concernant, c'était le système de traçage, Rebord. voilà, Robord, tout à fait, que vous utilisez du coup sur la Belgique. Vous êtes en Belgique, hein? On est en Belgique, ouais. Ouais. Bruxelles. Région de Bruxelles, ok. Ouais. J'ai des attaches, enfin, j'ai plus d'attaches à l'eau maintenant, mais j'avais mon arrière-grand-mère qui était de Louvain, Ok. côté Ouais, maman. ouais. J'avais de la famille qui était à Wavre, côté de chez vous, quoi. Oui, c'est pas loin. Ouais. Voilà. Bon. Des Flamands et des Wallons. Voilà. Des deux. Des deux côtés. Du coup, vous êtes apiculteurs tous les deux? Ouais. 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 Combien de ruches vous avez du coup? C'est des petites quantités, j'en ai 9. Ouais. Moi, 4, ouais, enfin 4, 5. Bon, il y en a une qui a disparu. Elles se sont échappées. À mon avis, il y avait trop de pression de frelons. C'était un petit truc, une récupération. Donc, à mon avis, elle était un peu faible. D'accord. Bon, on n'y est plus, mais bon, voilà. Sinon, Ouais. De la c'est prédation? c'est amateur, quoi. C'est pas de, voilà. C'est pas de l'apiculture Ouais. Après, professionnelle, quoi. ça a le mérite de faire vivre de l'abeille, puis de faire Ouais. une activité autour, et puis de susciter des vocations aussi chez les jeunes, j'imagine. Ouais. Il y a pas mal de gens que ça intéresse aussi, votre passion de l'apiculture et de l'abeille, quoi. Ouais. Maintenant, disons qu'on passe plus de temps à combattre le frelon qu'à s'occuper des abeilles. Ouais, j'imagine, ouais. La pression est telle que... Ouais, c'est terrible. Ouais. Alors, c'est pas partout pareil en Belgique, mais dans la région de Bruxelles et environ, c'est une catastrophe. D'accord. Comment vous expliquez ça? Pourquoi davantage chez vous qu'ailleurs? Parce que nous sommes en ville et le frelon préfère la ville. Environnement urbain, Ouais. Ouais. le frelon asiatique s'adapte très bien aux activités humaines. Mhm. Et effectivement, on a remarqué, nous, qu'on fait beaucoup plus de nids de frelons à proximité des villes, ou même dans les villes, que en forêt, en campagne, etc. Ouais. Là, avec Walter, Walter a fait un petit calcul. Dans la région, la commune principale où on se mobilise, on est à 22 nids au kilomètre carré. 22 nids au kilomètre carré. Cette année. Ouais. D'accord. Peut-être 3 fois plus que l'année passée. Tu m'avais dit le chiffre 250 nids pour 22 km². Donc ça Oui, voilà. Ouais, neutralisé, mais les recherches sont pas identiques partout. Il y a près de chez Walter, il est très très actif et il a un œil de lynx. Ouais. Donc il a dû repérer la grosse majorité des nids dans sa zone, dans le kilomètre carré autour de chez lui. Et il y en avait 22, donc peut-être plus, mais ouais, en tout cas 22. Donc on peut extrapoler au reste de la commune. Parce qu'il y a des zones clairement où où il n'y a pas de nid trouvé, ce qui n'est pas normal parce que, je veux dire, il y en a partout autour. Il y a certaines zones où il n'y a pas un nid. Donc, j'imagine les gens ne cherchent pas. Voilà. Il n'y a pas forcément de raison qu'il y ait zéro nid à cet endroit-là et qu'il y ait des nids ailleurs, quoi. Donc, voilà, exactement. Ouais. C'est forcément une défaillance humaine, une défaillance d'organisation, ou ce genre de choses. Ouais. Comment ça se passe en Belgique sur la recherche, les obligations légales de déclarer, de détruire? Alors, c'est un tout petit pays très compliqué. Ouais. Il y a 3 régions et les 3 régions ont des approches différentes. D'accord. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a que sur Bruxelles, je pense, que la neutralisation est obligatoire. Okay. Depuis cette année. Depuis cette année. Il y a un règlement de police, en fait. Sur le secteur public et chez le particulier aussi. Voilà, oui. D'accord. Ce qui n'est pas le cas, à ma connaissance, ni en Flandre, ni en Wallonie. Ok. Apparemment, en Flandre, il y a quand même une mobilisation et des moyens un peu plus importants en ce qui concerne la prise en charge ou le piégeage. En Wallonie, c'est différent. C'est très lié aux apiculteurs. Donc, par exemple, c'était un organisme
au début, quand le frelon a débarqué ici en 2015 à peu près, c'était un organisme wallon qui s'occupait des tout premiers nids. Ils ont fait ça 3 ans. Ils ont été débordés. D'accord. Et la solution qui a été trouvée, c'était de former des volontaires, quels qu'ils soient, apiculteurs ou non, à la neutralisation de nids. Ok. Et les ruchers écoles qui avaient 3 personnes formées recevaient du matériel pour la neutralisation. D'accord. Au niveau certification de ces personnes-là, est-ce que ça fonctionne comme en France? Est-ce qu'il y a un certibiocide qui est délivré? Est-ce qu'il faut... Encore, pas pour l'instant, ils en parlent. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'accord. Okay. Comment vous voyez la chose, vous, côté apiculteur? Le fait d'avoir un cadre et de devoir faire une petite formation certifiante, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez logique? Est-ce que vous vous dites c'est une barrière supplémentaire et ça va nous mettre des bâtons dans les roues? Comment vous voyez le truc? Ben personnellement, ça passe bien si les moyens suivent. D'accord. Donc, mettre une obligation, pour éviter les dérives, d'accord, mais à condition que des mesures soient prises de manière nationale. Et que ça avance. Voilà, et pas au petit bonheur la chance, parce que maintenant, c'est quasiment chaque commune qui décide un peu de ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas. C'est un peu comme ça en France, on a 34 700 communes, quelque chose comme ça, et il y a quasiment 34 000 façons de faire différentes, quoi. Donc, voilà. Synchronisation. Il y a un plan national qui a été voté à l'Assemblée nationale, donc au niveau national. Le souci, c'est que c'est encore dans les papiers du gouvernement et des députés, et que pour l'instant, il n'y a rien qui bouge sur le terrain de manière effective, donc on en est toujours au même point. Voilà. C'est un peu pareil ici. Alors, beaucoup repose sur la bonne volonté des citoyens et des bénévoles. Donc ça, c'est tout ce qui est information, tout ce qui est campagne de piégeage au printemps. Ça commence déjà par savoir reconnaître le frelon, le frelon asiatique, les guêpes. Les abeilles, les bourdons, les guêpes. Utilisation de pièges sélectifs, quoi faire, comment faire. Vous avez, j'imagine, la même problématique que chez nous, c'est-à-dire beaucoup de gens, sans savoir, fabriquent leurs pièges avec des bouteilles en plastique. Oui, exact. De la bière, et puis se donnent bonne conscience, même à la rigueur, c'est même pas bonne conscience, puisqu'ils pensent bien faire, donc ils mettent un petit peu de vin blanc en se disant au moins je touche pas aux abeilles, et les abeilles viendront pas, donc c'est pas si simple. Et il n'y a pas que l'abeille dans l'écosystème, il y a aussi le papillon, la fourmi, les chenilles, etc. Apparemment, en ville, ça passe assez bien, la communication passe mieux que dans les campagnes où chacun fait un peu à sa manière. Mais bon, voilà, il faut expliquer aux gens et on se rend compte qu'après, maintenant, chaque année, depuis 2 ans, au niveau communal, on fait une présentation en début d'année en expliquant le cycle, etc., biologique du frelon, les moyens. Ça passe mieux en ville parce que les gens sont plus ouverts au changement? Oui, à mon avis, oui. Culturellement, à la campagne, ça s'est toujours fait comme ça, donc on continue. Et puis, oui, voilà. Je crois que c'est ça, quoi. Et même au niveau des apiculteurs, je dirais qu'il y a des apiculteurs qui font la même chose, hein, donc c'est pas une question de. Bien sûr. Voilà, Il y a une question, je crois qu'il y a une question de matraquage aussi en ville. Ça devient un sujet courant de discussion. Les régions plus campagnardes, à croire que les gens s'y attendaient pas. D'accord. C'est pas partout. On est dénu de voir arriver cet insecte et se dire bon, ça y est, il est chez nous et qu'est-ce qu'on va faire? D'accord. Tu vois, un exemple, l'année dernière, mes parents ont une maison à la campagne à 60-70 km d'ici. C'est la campagne. Et j'ai trouvé le premier nid de la commune l'année dernière. D'accord. Ok. Le frelon asiatique est arrivé quand chez vous en Belgique? 2015, je pense. Oui, plutôt en Flandre d'ailleurs. C'est pour ça que la Flandre est un peu en avance, parce que c'est venu par la côte, département du Nord, là, etc. C'est remonté. Et puis maintenant, c'est à Bruxelles 2017, je pense.
de mémoire 2017. Ouais, donc ça fait presque 10 ans déjà que vous avez le... Oui, voilà. Ouais. Ça a été un débarquement rude. Oui. Parce qu'une année, il n'y avait rien. Et l'année suivante, la pression, en tout cas, quand on avait le malheur d'être près d'un des nids, d'un des premiers nids, c'était cauchemardesque. Enfin, oui. Alors c'est vrai que vous êtes aussi au niveau géographie un petit pays et du coup le front d'expansion de l'espèce c'est entre 70 et 100 km par an, donc ça avance très très vite. Donc sur un pays comme la France, l'Allemagne ou des pays un petit peu plus étendus, on ne va pas arriver si vite. Mais sur un petit pays, le front d'expansion de l'espèce en 2 ans, 3 ans, ça y est, ça a traversé le pays. Ouais, c'est le cas. C'est compliqué. Il a traversé la Belgique et là, il est aux Pays-Bas. Oui, et aux Pays-Bas, il y a un an et demi, 2 ans, ils n'en parlaient pas. Et oui. Maintenant, ils sont envahis. Ils sont envahis, ça commence à monter sur le sud du Danemark. J'ai vu qu'il y avait eu notre collègue français Étienne qui fait pas mal de vidéos YouTube là, qui est sur la Slovaquie en ce moment, alors où je vous parle pas, qui est en train de communiquer avec les pompiers, avec le gouvernement slovaque pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avant qu'il arrive trop. Ils commencent juste à s'installer. Donc c'est en train de faire tache d'huile sur toute l'Europe, quoi. Oh oui, de toute façon, on ne l'arrêtera plus. Mais... l'Europe et puis même sur la Nouvelle-Zélande, j'ai vu qu'il était arrivé aussi. Exact. Des containers dans le port d'Auckland qui sont arrivés et puis qui ont fait que maintenant tout le nord de la ville d'Auckland est contaminé, on va dire, si on peut parler comme ça. Oui, le sud de l'Angleterre aussi. Le sud de l'Angleterre, oui. Mais quand on suit l'actualité, enfin, sur les groupes Facebook, on a vraiment l'impression qu'à chaque région, on sait qu'il va arriver. Oui. Ça a l'air d'être la surprise à chaque fois. Et on est surpris que quand il est là, on se dit, ah, ça y est, il est là. Et alors, les premières réactions, c'est, il faut observer, il faut repérer, il faut relever les positions. Non. Il faut agir le plus vite possible. C'est ce qu'ils ont fait en Nouvelle-Zélande. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, ils ont vu qu'ils avaient ça. Il y a eu une campagne terrible au niveau de la population pour dire, dès que vous voyez quelque chose, vous signalez. On vous prête des pièges, vous mettez du piège sélectif, de suite que vous avez du frelon asiatique, vous signalez, et après, toutes les destructions sont prises en charge par le gouvernement. Ils y sont allés vraiment franco dans la lutte, et on va essayer de faire quelque chose. Et malgré ça, ça fait tacher d'huile. Malgré ça, ça prend de l'ampleur. Oui, ici, par exemple, tu parlais des pompiers. Là, au début, les pompiers intervenaient. Maintenant, c'est terminé. Enfin, en Flandre, donc dans la partie nord du pays, ils le font encore, mais il faut compter 6 à 8 semaines. Je parle de nuit secondaire. D'accord. 6 à 8 semaines avant une intervention. Oui, ça veut dire qu'au mois on arrive mi-septembre, il y aura pratiquement plus d'intervention parce qu'ils sont complètement en retard, quoi. 6 à 8 semaines. Après, quand on arrive début novembre, surtout chez vous, où il fait sûrement... les températures sont sûrement plus basses que chez moi dans le sud-ouest de la France, où on intervient jusqu'à début décembre, mi-décembre selon certaines années, où il y a encore des gînes dans les nids. Mais après, voilà, ça ne sert plus à rien d'intervenir, il n'y a plus rien. D'une part, on facture quelque chose à quelqu'un qui n'a pas lieu de l'être, donc c'est un professionnel qui va facturer ça. Et d'autre part, ça ne sert à rien d'aller mettre des insecticides, pulvériser des insecticides qui vont finalement finir par la chaîne alimentaire. Les oiseaux vont venir contaminer, les oiseaux vont venir manger les dernières larves qui seront contaminées par ce produit. Donc l'oiseau en lui-même, peut-être qu'il ne risque pas grand-chose, mais ses excréments vont être contaminés. Les excréments qui vont tomber par terre seront contaminés, donc vont tuer tous les décomposeurs, etc. C'est toute une chaîne alimentaire qui s'imposant. On peut éviter, évidemment, nous on est partisans de faire chimiquement le strict minimum quand il n'y a pas d'autre choix. Après, on essaye d'intervenir avec des méthodes mécaniques quand on peut. Enfin, c'est pas toujours évident, et surtout avec les contraintes d'accessibilité. Après, voilà, il existe des matériels maintenant qui sortent qui permettent d'injecter moins de produits dans les nids, avec un air pulsé, je pense au kill notamment. Enfin, il y a d'autres choses qui sont faites dans ce sens-là. Il y a des études qui sont faites pour étudier la faisabilité avec de la vapeur d'eau. C'est pas encore tout à fait au point, apparemment. Ça marche en théorie, ça marche. En pratique, sur le terrain, c'est moins évident d'aller produire de la vapeur et injecter de la vapeur à 30 mètres. Quoi. Il y a des nids, cette année, on a eu des nids à
35-40 mètres. Dans des grands peupliers, dans des platanes, dans des... Ouais, même des chênes, enfin, des hêtres, il y a beaucoup de hêtres dans Ouais. le coin. Parce qu'il y a la forêt de Soignes qui est pas loin. Alors, il y a des hêtres qui ont 250 ans, Oui. ceux qui montent à 35-40 mètres. Et bon, c'est pas courant, mais je veux dire, ça arrive aussi. Aussi. Beaucoup de nids maintenant, de plus en plus au niveau du sol. Je crois que vous l'avez aussi en France, d'ailleurs. Énormément, même sous terre, dans des... Ouais. Sous des plaques d'égout, des fois en ville, de choses, voilà. On a eu ça aussi, plaques d'égout, le long d'un terrain de foot, quoi. Donc, passage. Dans une haie, dans un courant électrique, dans un moteur d'eau. Et alors, on voit davantage de nids dans des cavités les années où on a des températures très hautes. Cette année encore, on a eu 2 périodes de canicule. C'est monté à. Nous, on a eu 43 à l'ombre pendant quelques jours. Les nids se sont déplacés. Au lieu d'aller faire un nid secondaire tout en haut d'un arbre, ils ont été faire un nid secondaire dans un mur. Dans une taupinière, dans un trou dans la terre, etc. Quoi. Dans des endroits où ils ont une inertie thermique. Ils s'adaptent bien en plus. Ils s'adaptent, Ça, pour s'adapter, ils s'adaptent même trop vite. de l'adaptation. Ça, c'est clair. Du coup, vous, pour repérer les nids, vous utilisez, avant d'utiliser le rebord, par exemple, vous utilisiez quelque chose déjà ou, Les yeux, les jumelles. Ouais. Bon, triangulation, marquage de frelon, appât, mèche, et puis voilà, triangulation. Vous allez faire partir avec un petit morceau de ficelle, une petite cordelette et quelque chose. Non, même pas, on les marque, on chronomètre, regarde, direction de vol, etc. D'accord. Cette année, on a un peu changé. Enfin, pour ce qui me concerne, je ne marque plus trop. L'observation, en fait. Jumelles, je dirais que c'est se balader avec les jumelles autour du cou. Ouais. Et observer la cime des arbres, parce qu'il y a quand même beaucoup de nids qui sont, pas les nids au niveau du sol ou dans des hangars, des trucs comme ça, mais il y a quand même une majorité de nids à la cime des arbres. Dans les hauts-pieds, quand il y a les feuilles l'été, évidemment, c'est... Ouais, mais il faut observer l'activité autour de l'arbre, et dès qu'il y a une activité, un va-et-vient, il y a un nid à tous les coups. Oui, tout à fait. Oui. Donc ça, c'est... Alors, il y a certaines périodes où ça peut arriver, des fois, dans des sols pleureurs, qu'il y a beaucoup d'insectes qui viennent tourner pour du puceron, enfin, c'est un alimentaire, ou en fin de saison. Oui, mais c'est pas le même... il n'y a pas un va-et-vient dans le point fixe. C'est ça, c'est vraiment diffus, ça tourne autour, ça change. Et ça ne rentre pas vraiment toujours au même endroit à 10 cm près. Ouais, exactement. Sinon, tu disais repérage, mais il y a d'abord la partie piégeage, où là, ce sont des initiatives locales. Ouais. De petits groupes, de collectivités, de communes, comment ça fonctionne plus ou moins? Alors, Est-ce qu'il y a une règle déjà? Sur Bruxelles, c'est surtout les communes. Ouais. En Wallonie, là, il y a la région qui intervient dans la distribution de pièges aux apiculteurs. Ok, avec des modèles qui sont choisis et certifiés par la région. Le modèle relativement classique de bocal, de couvercle de bocal avec un entonnoir. D'accord. Piège à noyade, du coup Non. Alors ça, il y a toute l'information préalable indiquant que l'appât doit être intégré dans une éponge ou dans des copeaux. Enfin, en tout cas, l'explication qu'il faut absolument éviter le piège à noyade. Si possible, couvrir pour éviter aussi que les insectes essaient de sortir par le verre. Et ça ne marche pas. Donc, voilà. Donc, des campagnes d'information et de distribution de pièges. Qui vont dans le bon sens. Ça reste ponctuel, mais c'est quand même la première étape. On pourrait espérer que ce soit aussi pris en charge de manière plus structurelle. Ce qui ne l'est pas. Bon, l'avantage de ce piège, c'est qu'il n'est pas cher. Il fait en impression 3D, etc. Donc, voilà. Ça se visse sur un bocal. Voilà, c'est le truc avec l'entrée 8 ou 8,4 mm, des fentes de 5 mm. Et en principe, on ne prend pas... Ça peut arriver de prendre d'autres insectes, mais c'est quand même rare. Parce que comme les gines émergent quand même relativement... Enfin, plus tôt que le frelon européen aussi, donc on a quand même... Au niveau de la période, déjà, il y a une sélectivité au niveau de la période. Voilà, exactement. Au niveau de la première génération des ouvrières, alors après, piéger les ouvrières, ça ne sert pas à grand-chose, à part regarder un petit peu la croissance du nid.
Ouais. Souvent, les ouvrières arrivent à rentrer, à ressortir. Les premières ouvrières, souvent, sont plus petites, Ouais. donc elles doivent se faufiler et ressortir. Ouais, tout à fait. Donc, on commence à avoir des pièges chez nous qui sortent, le Vespiguard notamment, où on peut changer, il y a un système de clapet, on peut changer la grosseur de la grille de sortie selon la période. Si les frelons sont petits à cette période-là, on met plus petit. Si les frelons sont plus gros, on met plus gros. On arrive à... Il y en a un autre, alors on a collaboré, c'est une société suisse, Good for Bees, Ah oui. donc, qui a un piège sélectif et une muselière piège, donc style Fernando. Ok, qu'on met dans la ruche. Ouais, voilà, avec une boîte de capture au-dessus. D'accord. Et ça a été réalisé et conçu avec l'aide d'apiculteurs français, suisses et belges. D'accord. Sur les côtés, il y a 2 entrées, si je me souviens bien, et au-dessus, il y a la cage de capture. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, la muselière en plastique semi-transparent ou avec entrée réglable. Enfin, voilà. Il y a pas mal de gens qui ont travaillé dessus et c'est bien fait. Et sinon, le piège, la nouvelle version du piège Good for Bees, c'est la même chose. Ouais. Ça aussi, c'est suivant les conseils de différentes personnes. Maintenant, l'entrée est réglable. D'accord, ok. Donc, Et pas mal aussi, ouais. il y a des sorties qui sont réglables aussi. Ok. Voilà. Ça permet d'être un peu plus sélectif quand on suit et quand on s'intéresse. Alors, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a pas mal de gens qui mettent leur piège et qui s'en occupent plus presque de la saison, qui oublient même qu'ils ont un piège. Mais quand on s'intéresse et qu'on a un enjeu, qu'on a des ruches et qu'on veut vraiment protéger, qu'on est impliqué dans la lutte, c'est vrai qu'il y a moyen d'être un petit peu plus précis, un petit peu plus sélectif encore avec ce genre d'outils, quoi. Alors, cette année, il y a eu un phénomène assez curieux. C'est que jusqu'à l'année dernière, donc 2024, les pièges classiques, les petits pièges pas chers qui se vissent sur un bocal, fonctionnaient assez bien. D'accord. Et cette année, je trouve qu'ils ont moins bien fonctionné. D'ailleurs, en observant, on voyait les reines qui arrivaient au bord, elles sentaient, et puis elles partaient. Est-ce qu'il n'y a pas une adaptation comportementale? C'est ce que je me demande. Ou une adaptation épigénétique, c'est-à-dire que celles qui étaient les plus susceptibles à rentrer dans ce piège se sont fait piéger, et celles qui avaient un caractère plus résistant ou une autre façon une intuition, c'est elles qui se sont reproduites davantage et qui ont donné ce gène-là à... C'est l'hypothèse que je fais. Et donc, ce qui fait qu'on a dû se rabattre, d'où la modification du piège Good for Bees, on a dû se rabattre sur d'autres types de pièges qui restent sélectifs concernant les petits insectes, mais pour les plus gros, c'est plus compliqué. D'accord. Genre le piège Yaseng, c'est un piège coréen. Oui, celui avec les oreilles sur les côtés, là? Non, c'est celui avec une grosse boule au-dessus. Ah oui, c'est un peu le même principe. Oui, c'est le même principe. Ouais. Ou celui j'ai oublié de quelle marque c'est. Oui, le Bivital, là aussi. Le Bivital, c'est avec les 2 oreilles. Les oreilles sur les côtés, oui. Qui fonctionne aussi très bien, mais ça demande d'être plus attentif aux captures de frelons européens ou de bourdons, parfois même de papillons. Mais là, on capture quand même beaucoup plus de reines qu'avec les... En tout cas... Qu'avec les bocaux classiques, avec le... Je ne peux pas faire une généralité, c'est juste une observation empirique et locale. Donc, mais en tout cas, l'année précédente, j'ai un tout petit jardin ridicule, j'avais capturé une trentaine de reines. D'accord, ouais. Et cette année, dans ces pièges-là, 3. D'accord, oui, vraiment une différence notoire. Oui, vraiment. Par contre, une fois que les autres pièges avec une ouverture plus grande ont débarqué, là, ça y est. D'accord, ok. Donc c'est bien une histoire d'ouverture et de diamètre d'entrée. Ouais. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, c'est quand même un paramètre dont qui a l'air d'être important sur la qualité du piégeage et sur le... Exact. Si ce n'est pas la sélectivité, au moins l'efficacité. Ouais. Et puis, on surveille en tant qu'apiculteur, évidemment, on va surveiller les pièges, on va relever tous
tous les jours. Donc, Oui, on piège pas libère. grand-chose. C'est ça, on libère ce qui ne libère. doit pas s'y trouver. Moi, je crois que dans le piège coréen, là, j'avais derrière les ruches, dans un arbre, 1,80 m de hauteur, derrière les ruches. J'en ai chopé pas loin de 80 au printemps. Et il y a des journées, une dizaine, 10, 12. Donc, ça marche bien. Et j'ai attrapé 3 frelons européens que je libérais, sur toute la saison. Hein. Donc, c'est pas énorme non plus. Bon, il faut être présent. Effectivement, comme tu dis, il faut pas abandonner les pièges. Des fois, les frelons européens, sur des périodes pluvieuses aussi, il manque un petit peu de nourriture, ils peuvent être un petit peu petits, et des fois, ils peuvent rentrer également dans les pièges. Donc, c'est vrai qu'on a un piège qui est donné pour être sélectif. Non. Donc, il faut laisser tomber et se dire, c'est bon, c'est un travail pour moi. Quoi. Non, il faut surveiller de toute façon. Ce qui fait aussi partie de l'information donnée au public. Ouais, d'accord, ok. C'est pas tout de placer un piège. Déjà sélectif, c'est bien, mais effectivement, de toute façon, il faut remplacer l'appât de manière régulière. Et oui. Nous, il y a encore des mairies qui communiquent sur vous prenez une bouteille, vous faites un trou, vous mettez une petite languette de bois pour que les insectes ressortent. Quoi. Ouais. Piège à noyade dessous. Quoi. Donc, voilà, on n'est pas du tout sur la même qualité de. On voit que côté Belgique, ça s'est peut-être plus renseigné en amont. On a eu la chance d'avoir l'expérience française avant. Le temps de le voir arriver un petit peu et puis de savoir quoi faire quand il se. Oui, et puis, des tas de Français ont élaboré des techniques. Tout ce qui est muselière piège, harpe électrique, piégeage de printemps, piège sélectif, tout ça avait déjà été fait en France. Donc on a pu récupérer et éventuellement modifier ou adapter. Une situation chez vous. On savait ce qui pouvait fonctionner, ce qui ne fonctionnait pas. Donc, il y avait déjà un tri qui avait été fait, donc on a pu démarrer plus vite au niveau des campagnes de piégeage. Ce qui n'a pas empêché la prolifération, parce que c'est pas suivi partout de la même manière. Non. Il y a des zones en Flandre, donc dans le nord, où il y a eu vraiment une campagne, je ne sais plus, je crois que c'est combien, 39 000 pièges ou... Oui, ils ont distribué dans le Limbourg, je pense. Ils avaient fait toute une campagne. Plusieurs dizaines de milliers de pièges ont été distribués et évidemment, les captures ont été en conséquence. Et bien sûr, ça a baissé la pression d'autant plus, forcément. Ouais. Mais ça reste une initiative localisée. Et l'année suivante, vu la propagation, les frelons reviennent sur la même zone. Les frelons extérieurs reviennent. Donc, ça devrait être mis en place de manière généralisée et finalement généralisée même sur les pays limitrophes. Bien sûr. Ils connaissent les frontières, donc. Les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg, la France, tout à fait. Quand il y a quelque chose qui marche, il faut que ça puisse s'exporter et c'est sûr et certain. Mais bon, ça demande du temps, ça demande un peu d'investissement financier. Alors, pour des États, je pense que c'est pas. De la coordination, moi je vois ça d'un œil extérieur vue de France. Le fait d'avoir 2 langues, est-ce que ça entrave ou est-ce que finalement ça change pas grand-chose d'avoir deux langues dans le pays, quoi. Par rapport aux frelons. Oui, par rapport aux frelons en particulier, mais vous êtes habitué, j'imagine, à ça sur d'autres. Socialement et politiquement, c'est compliqué, mais ça n'a pas empêché. Enfin, si on reste juste sur le domaine du frelon, l'information est très bien passée. Et, c'est vrai que dès le départ, le CRAW, là, qui est l'organisme de recherche en Wallonie, a travaillé avec la Flandre. Donc, je pense pas qu'il y ait de. Ils se sont mis en rapport dès le départ, et puis du coup, être très fluide. Je pense qu'ils ont collaboré aussi avec des chercheurs français, etc. Donc, il y a des chercheurs français qui ont travaillé en Belgique. Oui, je sais que l'université de Tours, Eric Ramsey, s'est rapproché parfois de la Belgique. Oui, aussi, tout à fait. Ok. On était sur le piégeage. Côté protection des ruchers après une saison, une fois qu'il y a du frelon, les solutions que vous avez les mêmes que vous, puisqu'on s'est inspiré de. Voilà, maintenant. On revient toujours à l'aspect financier. Oui.
C'est De toute façon, c'est toujours le facteur limitant dans une lutte comme ça. C'est toujours le temps et l'argent qui sont. voilà, soit ça dépend du nombre de ruches que tu as, ça dépend de tes moyens financiers et ça dépend de tes capacités de bricolage. Oui, également. Ouais. Voilà, parce que tu peux penser. Si on achète des harpes électriques toutes faites sorties d'usine, ça va forcément Voilà. agir sur le budget davantage que si on s'est bricolé et qu'on tripe un peu d'électricité, etc. Quoi. C'est vrai que le problème, c'est qu'il faut pratiquement maintenant, d'une part les harpes électriques, mais aussi les muselières. Ouais, pratiquement, voilà. Enfin, je fais une conférence sur le sujet en tant que conférencier apicole. Ouais. Donc, pour tout ce qui est protection de ruches à bas prix quand on n'est pas très bricoleur. D'accord. Il y a des solutions qui existent. Qu'est-ce que c'est qui peut être préconisé du coup? Alors, pour moi, il faut au moins, enfin, c'est ce que Walter disait, il faut au moins 2 lignes de protection. Une protection proche et une protection active. Donc, les harpes deviennent incontournables. Et alors, un autre objet que je trouve très bien, c'est ce qui a été présenté par Fred Soula, c'est la NAS. Ouais. Ça, c'est très facile à faire, c'est pas cher et c'est terriblement efficace. On a vu quelques vidéos là-dessus et plusieurs fois je suis allé moi, sur des interventions chez des clients à moi qui avaient un nid de frelons, qui avaient quelques ruches. Effectivement, c'est vraiment gavé de frelons. En fin de saison, il y a vraiment la prédation et le stress induit par les frelons et tout ça. On voit même que les abeilles, de jour en jour, réapprennent, une fois que la NAS est mise en place, les abeilles réapprennent à repartir et sont beaucoup plus tranquilles. Quoi. Donc ça, c'est les 2 incontournables. Alors reste la question de la muselière. Personnellement, je trouve que la muselière basique, donc le grillage avec des mailles, chacun fait ce qu'il veut, mais je ne suis pas convaincu de l'utilité telle qu'elle. Ouais. En tout cas, en début de saison, enfin en début de saison, début d'été, chez nous en tout cas, ça peut le faire parce que ça va maintenir le frelon à une certaine distance. Ça permet à l'abeille de prendre de la vitesse et puis de sortir aussi sur voilà. De s'écarter. Mais là, il y a la difficulté de justement la maille. Soit tu prends quelque chose de suffisamment grand pour ne pas freiner au retour, parce que finalement, c'est plus les abeilles qui reviennent qui se font choper plutôt que celles qui partent. Elles ont le pollen sur les pattes, donc c'est là où elles sont facilement attrapables. Quoi. Ouais, c'est pas pour rien qu'ils se mettent à la ruche pour. Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'au départ, en début de saison, quand les premiers frelons débarquent, une muselière classique, soit calibrée pour l'abeille, soit un peu plus grand, ça fait le taf pour qu'il n'y ait pas trop de stress. Mais très vite, ça ne suffit pas. Et ça a même, je trouve, un effet néfaste parfois, c'est que ça freine la colonie. Ça rajoute une barrière physique qui finalement empêche les abeilles de passer aussi bien. Voilà. Donc, dans la protection de proximité, ce que moi je propose, ce sont les tentes pièges. Il y a aussi, c'est aussi une cage. Ouais, ça a la forme de. C'est une structure en PVC avec. Alors moi. Le gars qui est aussi français qui a inventé ça met une toile. Il y a plusieurs systèmes du même genre. Il y en a un qui c'est avec une toile sombre. Alors moi, je préfère la toile sombre, même le sac poubelle. C'est là où je dis les réalisations à moindre frais. Pas se lancer dans des investissements de fou. Un sac poubelle, ça coûte cher. Et des tubes de PVC de 2 cm, ça coûte rien. Et des coudes, il y a moyen de les avoir pour pas grand-chose. Après, une grille à rennes, un cône, ou 2 cônes, ou 3 cônes, une bouteille en plastique, et c'est bon. Et ça marche très, très bien. Et franchement, je préfère ça, ce côté actif, parce que juste empêcher de rentrer, ça n'empêche pas de revenir. Le frelon n'est pas le problème à la base, c'est un pansement sur une jambe de bois, quoi. Voilà. Par contre, privilégier tout ce qui va capturer
ou tuer, Mhm. je trouve que c'est plus porteur. Parce On que baisse forcément la pression. Alors évidemment, tout ce qui est capturé, c'est remplacé dans le nid par d'autres naissances, par les futures naissances. Pendant, il y a quand même moins de monde pour prédater, quoi. il n'y a pas l'information qui circule. Ça aussi, Il y a un buffet là-bas. ça aussi, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, ça ne résout pas le problème. C'est pas parce qu'on en capture 500 qu'il y a encore 10 nids autour. Mais au moins, je trouve que avoir des pièges actifs, enfin avoir des contre-mesures plutôt actives, Ouais. c'est plus porteur que la simple muselière qui, pour moi, est quelque chose de passif et d'utilité réduite, voire de contre-productif à un certain moment. Sauf la Fernando avec les pièges. Oui. Voilà. Je parle de la muselière classique. Hein. Je ne parle pas de la muselière piège. Il y a eu des muselières avec des mailles d'1 centimètre. Le frelon, il a compris qu'en entrant, il est tranquille à l'intérieur. Il va chasser à l'intérieur et puis il ressort, quoi. Donc ça ne sert à rien. Et ça se vend aussi dans des magasins apicoles, etc. Et puis l'abeille n'a pas encore chez nous la capacité de se défendre par hyperthermie comme elles le font en Asie, quoi. Donc, exact. vous avez repéré déjà des techniques de certaines abeilles qui pourraient s'adapter à la présence du frelon et essayer les choses? Personnellement, non. Le seul truc que j'ai observé, c'est un frelon mal en point sur lequel j'ai tapé et qui s'est retrouvé sur la planche d'envol. Et les abeilles se sont ruées dessus. D'accord, elles l'ont senti affaibli, donc elles se sont dit perdu, on va aller lui faire son compte à celui-là. Ça, c'est la seule observation personnelle que j'ai faite. Sinon, dans les récits, le week-end dernier, je voyais un copain apiculteur qui a tout un rucher d'abeilles très agressives, très productives et très agressives. De l'abeille noire, peut-être Probablement, quoique chez nous, c'est devenu une denrée très rare, la pure noire. Chez nous aussi, un petit peu partout. Mais ce qu'il me racontait, c'est que ces abeilles étaient très agressives, mais s'en prenaient aux frelons. Aussi en formant des boules hyperthermiques. Mais ce n'est pas hyperthermique, je pense. Non, apparemment, elles attaquent, elles défendent la colonie. Elles viennent à mordre peut-être, ou elles essayent de piquer. Voilà, et qu'elles se mettent à vendre dessus. Je pensais ça, mais bon, ça marche tant qu'il y a un frelon, mais s'il y a un frelon, c'est fini. Voilà. Ouais. Moi, j'ai pu remarquer une petite stratégie de l'abeille, et je pense que c'est une stratégie, peut-être que j'ai mal observé aussi et j'ai une mauvaise compréhension de la chose. C'était dans un mur d'église, un vieil essaim en place depuis très longtemps. Je pense qu'elle devait être pas loin d'être de l'abeille noire sauvage, pas trop hybridée à mon avis. Il n'y a pas eu trop d'hybridation vu la couleur et vu le comportement. Et les frelons faisaient du stationnaire un peu devant l'entrée, donc l'entrée était quand même un endroit assez précis. Mais du coup, les abeilles, au lieu de venir et de partir en ligne droite, elles faisaient des grands cercles pour essayer de brouiller un petit peu l'entrée du nid, en fait. Et les frelons, du coup, ils s'écartaient vraiment du nid pour prédater, pour chasser, quoi. Et les abeilles, on les voyait bien, elles partaient, elles faisaient des grands 8, des grands cercles, mais jusqu'à 2-3 mètres. Et les frelons partaient à 2-3 mètres, du coup, ils étaient hypnotisés par les abeilles qui étaient si loin, un petit peu peut-être pour les attraper plus facilement. Mais presque, on aurait dit qu'elles se sacrifiaient pour dire allez, moi je lui fais coucou, je l'amène plus loin et puis carte de l'entrée, quoi. Ouais. Est-ce que c'est ça ou est-ce que j'ai surinterprété la chose? Je ne sais pas, mais bon. Mais bon, là aussi, ça reste très, très limité, ce genre d'observation. Également, personnellement, je ne pense pas qu'elles vont s'adapter suffisamment vite. Le choc est trop rapide pour elles pour arriver à une adaptation sur quelques générations comme ça, quoi. Oui, on a vu des nids cette année. Moi, je dis toujours des nids 250 mètres de distance. Là, on a des nids à 100 mètres, moins de 100 mètres, l'un des autres, les uns des autres. Hein. Donc, c'est un Vous avez remarqué, est-ce que c'est toujours les nids les plus proches qui viennent prédater les abeilles ou est-ce que ça peut arriver ou est-ce que c'est souvent... Non, pas nécessairement. Non. Moi, j'ai un ami qui avait ses ruches et il y avait un nid qu'il a découvert à peu près sur une façade à 50 mètres de ses ruches. Il n'y a pas un frelon qui venait de ce nid-là. Il les a observés. Donc, je pense qu'ils ont aussi des plans de vol là, et puis
Bon, peut-être qu'ils gardent ça pour la fin de la saison quand il n'y a plus rien à manger. Ils se fatiguent un peu moins et qu'ils viendront manger ces abeilles. J'ai eu un peu le même récit de Florent, qui est l'inventeur du Loch Nest, Ouais, le concurrent du robot, ouais, et qui me disait que plusieurs fois, il avait trouvé devant des ruches des frelons qui venaient prédater, donc il arrivait à en attraper, à les pucer, et il est reparti au nid. Non, c'était pas ça. Il les a pas pucés la première fois. Il a vu les nids à proximité, sans avoir encore attrapé les frelons. Donc il a détruit le nid. Il y avait encore du frelon, autant de frelons. Un nid encore un petit peu plus loin. Il l'a fait détruire. Il y avait encore autant de frelons. Et finalement, ceux qui venaient à cette ruche-là, ils étaient à 1,2 km, alors qu'il y avait deux nids à moins de 100 mètres des ruches. Et ceux-là, a priori, venaient pas sur la ruche. N'avaient pas la ruche, ou étaient peut-être postérieurs chronologiquement à ceux qui venaient. Donc il y avait déjà de la concurrence, la place était prise. Du coup, on mangeait ailleurs. Voilà. ouais, c'est possible. Hein. Ouais. Lui, il a eu cette analyse-là. Il m'a dit c'est pas forcément les nids les plus proches qui prédatent. On est souvent surpris quand on piège de voir que c'est un nid qui est très très loin, alors qu'il y a d'autres nids plus proches et qui ne sont pas impactants à ce moment-là sur cette ruche-là. Voilà. Après, si on porte le nid ailleurs, c'est possible que les autres prennent la place et viennent finalement parce que la place est disponible après. En observant les trajets de vol, là je parle de moment de prédation. Ouais. En observant les trajets, il est très courant d'avoir 3 ou 4 directions de vol différentes. D'accord. Ouais. Donc, 3 ou 4 nids viennent prédater en même temps la même ruche. Voilà, à des distances pas toujours connues. Enfin, on a eu le cas en faisant du marquage. On avait une direction, une distance approximative. Ouais. On est parti, on a trouvé un nid, mais c'était pas celui-là. D'accord. Ouais. Il a été détruit. Le problème a continué comme avant, dans la même zone. Bon. Okay. Donc, bon, plus tard, d'autres ont été trouvés et ça ne manquait pas de choix. Dans la même direction et dans la même zone, il y en avait. 25 nids au kilomètre carré, voilà. Il y a des possibilités. Ouais, exact. Ouais. Aujourd'hui, du coup, vous utilisez le système Loch Nest. Donc, non, Robor. Pardon, Robor, excusez-moi. Ouais. Robor, quelles expériences vous en tirez? Est-ce que vous en êtes satisfait? Avant de peut-être dire si vous êtes satisfait, comment ça fonctionne techniquement? Quels sont les avantages que vous y voyez, les inconvénients que vous y voyez? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Ouais, Fred a tout décortiqué. Donc, on a la valise, il a tout démonté, tout analysé. J'ai une passion pour l'électronique. Rétro-engineering du. Voilà. Mais publie pas ça, mets pas ça sur YouTube. Ouais, je couperai alors. Je couperai le. Non, en fait, Robor, ils sont venus jusqu'en Belgique il y a 2 ans. Ouais. Vous commencez à les voir en France aussi, ouais. Pour présenter leurs produits. Enfin, ont été invités et ils ont accepté l'invitation. Ouais. Donc, avec démonstration et bluffant. Donc, sur leur application, on avait le trajet. Dans ce cas-là, le frelon restait 1 heure dans le même arbre pour se débarrasser de la balise, mais soit. Mais in fine, il y a eu un tracé complet du frelon jusqu'à son nid. D'accord. Donc, quelques recherches faisant, en fait, ils utilisaient le réseau Apple Find My. Ouais, ok. Donc, ce qui fait que chaque fois en ville, chaque fois qu'ils croisaient une maison avec un Mac ou une personne avec un iPhone, même si la personne n'avait pas pris l'application. Ah oui, natif sur les Apple. En fait, c'était des mini AirTags. D'accord. Donc, qui étaient signalés comme perdus. Okay. En résumé. Hein. Okay, ouais. Donc, ce qui fait qu'à ce moment-là, chaque appareil Apple qui va recevoir l'information de ce AirTag, en tout cas de la balise, va dire « Oh, une balise perdue, je la signale, je suis situé ici, voilà, j'ai telle balise a été en contact à tel endroit. » D'accord. Ça, c'était il y a 2 ans. Ils ont, cette année-ci, c'est fin de l'année, directement fin de l'année 2024 en fait. Ouais, fin 2024, annonce d'un nouveau système, rappel de tout leur kit pour une mise à jour.
j'ai un peu analysé le truc en analysant les signaux envoyés. Et en fait, ils n'utilisent plus du tout ce système-là. Apple leur est tombé dessus peut-être au niveau de Il n'y a pas eu de communication à ce propos. la gestion des données. On peut supposer qu'il y a Voilà. quelque chose là-dessus. Ouais. Bon. Parce qu'il faut savoir aussi que pour avoir un tracé, donc un AirTag, Apple dans leur politique de confidentialité, tu ne peux garder que la dernière position. D'accord. Et enfin, tu ne verras que la dernière position à laquelle le tag a été repéré. Ça se croise peut-être avec les données RGPD, tout ce qui. Oui, et pour la sécurité des gens et pour l'aspect privé. Enfin. Bien sûr. Mais il y a un moyen de contourner ça. Alors, c'est en open source. Hein. Ça demande de faire tourner son propre serveur qui va aller récupérer de manière très, très régulière les données sur le serveur d'Apple. D'accord. Et en faisant ça, tu peux avoir un tracé complet de tous les endroits où ton tag a bipé. Ce qui était le cas de la balise rebord au début. D'accord, ok. Je suppose. Alors, clairement, dans le signal envoyé, clairement, il se faisait passer pour un AirTag. Ça, je suis certain. Ok. J'ai analysé le paquet envoyé. Le code correspondait au code du AirTag. Voilà, il y avait un code Apple dedans. Okay. Et donc, version 2 arrive. Et là, plus du tout la même chose. Je pense qu'il y a dû y avoir... Alors, soit qu'ils avaient payé les droits à Apple pendant 1 an, et puis ça coûte très cher, soit ils l'avaient fait de manière pas vraiment déclarée, et Apple les a repérés et leur est tombé dessus. Bref, le système a complètement changé et se rapproche clairement du Loch Ness. On est juste sur la géolocalisation par balise. C'est juste radiofréquence. Alors là, c'est du 2.4 GHz, donc Wi-Fi Bluetooth. D'accord. Je crois que Loch Ness, c'est du 433 MHz. Il est beaucoup plus bas, du coup, il est moins puissant à court terme, donc ils sont moins repérables quand on est proche. Mais par contre, il va chercher les signaux beaucoup plus loin, donc le traçable jusqu'à 4 km. Mais en Europe, normalement, la bande permise est 433 MHz. D'accord, ok. Donc, aux États-Unis, en Asie, il y a des fréquences différentes. Mais je ne sais pas, j'ai jamais eu de balise Loch Ness, mais c'est ce que j'ai déduit. Bref, finalement, c'est de la télémétrie. Ils ont revenu à un système de télémétrie, mais ils ont compensé la perte de l'intérêt, en tout cas en ville, de tous ces... Communautaire, l'intérêt était communautaire, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait participer, même sans le savoir, à tout ça. Oui, mais c'était sans le savoir. La majorité, puisque c'est 19% des cas, c'était sans le savoir. Voilà. L'option est activée par défaut sur les iPhones. Oui. Donc, les gens... Bref, ils ont compensé en élaborant une application pour portable de plus en plus complète. Ouais. Vespa Finder, je crois que ça s'appelle. Oui, Vespa Finder, c'est ce que j'ai vu, en cherchant un peu. Donc voilà, il faut reconnaître qu'elle est bien faite. Leur matériel est très soigné. Très très bien pensé, et ils ont perfectionné, je dirais, tout ce qui est le repérage à faible distance. D'accord. Mais de toute façon, très la bande... Très adapté à la ville, très adapté au milieu urbain. Et... Non, pas nécessairement. Pas forcément, d'accord. Non, puisque maintenant, c'est juste la télémétrie. Globalement, c'est juste une question de fréquence et de distance possible par rapport à cette fréquence. Donc, du 2.4 à une certaine distance d'émission et réception qui dépend de la puissance de l'émetteur. Et étant donné que les batteries utilisées, ce n'est pas des puissances extraordinaires. Ce sont une contrainte de poids qui forcément fait que la batterie elle a ses limites. Voilà. Donc voilà, c'est un produit très bien fini, très bien suivi. Maintenant, il y a cet inconvénient, c'est qu'en ville, dans la première version, c'était imbattable. Oui, on suivait le frelon. Quoi. On avait le tracé du frelon sur le...
Ouais. Mais maintenant, tu vois, c'est d'autres systèmes où ils ont même prévu la ventouse que tu mets sur le toit de ta voiture avec 3 antennes. C'est de la télémétrie. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, Ce qu'il faut voilà. faire, c'est dire appeler Apple aujourd'hui et leur dire si vous voulez aider la communauté, vous ferez bien voir par tout le monde. Mm. Si vous voulez être une entreprise reconnue pour votre acte, pour vos actes RSE, eh bien, vous pouvez aider les gens à lutter contre le frelon asiatique et vous réautoriser ce genre de choses. Alors, peut-être qu'eux ne peuvent pas non plus par rapport aux réglementations, mais si c'est eux qui décident, ça serait cool de leur part de Ouais. réaliser ça, quoi. Sur un acte non marchand, quoi. Mais de ce fait, la stratégie d'utilisation s'est modifiée aussi. Ouais, Parce que en version 1, tu avais de fortes chances de récupérer ta balise. oui. En version 2, c'est une chasse tout à fait différente. Pour récupérer la balise, il faut déjà y retomber dessus et pas être trop loin, pas que le frelon parte à 2 km, sinon c'est cuit, quoi. Mais ça va encore. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a toute la partie préalable. C'est-à-dire que tu dois faire du marquage Ouais. avec les pots à mèche, Mhm. habituer les frelons à venir à cet Au même endroit-là. endroit. Ouais. Une fois que tu en as un, tu dois le peser suffisamment gros pour être sûr qu'il peut porter la balise. Combien pèse la balise 160 mg. 164 mg précisément. 4 mg, ok. Oui, et donc, à ce moment-là, tu peux lui mettre la balise parce que c'est un frelon qui est habitué à revenir. Et l'autre élément, c'est que, étant donné qu'il n'y a plus cette possibilité de distance quasiment infinie, tu dois déjà faire du repérage de distance et d'orientation. D'accord, il y a ce petit travail préalable Voilà. pour l'efficacité et pour retrouver la balise en cas de perte, quoi. Oui, il ne faut pas chercher trop loin non plus, parce que si c'est 1 km, chercher des lignes à 1 km, c'est bien, mais probablement qu'il y en a déjà avant. Donc, autant essayer de trouver des nids, on prend des chronos à 2 minutes, 200, 250 mètres. Ouais, ouais. Dans un premier temps, c'est plus facile à chercher aussi, puisqu'on le fait à pied. C'est de ne pas faire des kilomètres sur la journée. Du coup, techniquement, ça prend combien de temps pour trouver un nid? Une fois que tout est compris, il faut un petit moment. Ouais, Le frelon vient, il s'adapte. Si tu inclus toute la partie préalable de marquage, chronométrage, ouais, c'est long. Oui. Après, une fois que la balise est mise sur la bestiole et que tu as préparé ton terrain, parce que ça aussi, dans un monde idéal, c'est une chasse qui se fait à plusieurs. Une fois que tu as la direction et la distance, tu places déjà des gens parce que leur application sur portable sert aussi le récepteur. Oui. Vu que c'est la bande 2.4 GHz, donc tu actives le Bluetooth et c'est cette borne-là qui est alertée. Ouais, Et on sait dans quelle zone c'est, quoi. Voilà. Pour augmenter l'efficacité, ça demande d'avoir des gens répartis sur le trajet qui vont avoir le signal, qui vont capter le signal et qui va permettre d'affiner l'orientation. Ouais. Voilà, ça c'est la technique, je dirais, la plus efficace. Ouais. Et ce qu'on fait aussi, c'est par exemple, c'est à la limite, c'est accrocher la balise tôt, début de journée, parce que le frelon, il va essayer de s'en débarrasser. Au départ, il va essayer de s'en débarrasser. Donc, ça ne sert à rien d'attendre 1 heure le frelon en dessous de l'arbre. Bon, voilà, il vaut mieux lui accrocher la balise. La batterie est suffisante pour tenir sur la journée ou Mais avant, elle tenait 3 jours, la batterie. Oui, mais là aussi, un peu tu moins. vois, le changement, c'est que la batterie, on ne peut pas la changer. Un modèle, c'est le seul modèle qui a un poids acceptable. D'accord. Et donc, la capacité de cette batterie, elle est inchangée, tant qu'on n'aura pas inventé des piles nucléaires microscopiques. Une autre technologie qui est plus légère et plus efficace. Ouais. Donc, on est tributaire de cette capacité de batterie. Et donc, dans leur version 1, étant donné qu'ils utilisaient ce réseau, ils pouvaient espacer leurs signaux envoyés. En fait, ça envoie un signal et puis ça se met en veille. Oui, ça évite d'envoyer en permanence et de cramer la batterie très rapidement, quoi. Voilà, parce que sinon, tu fais un bip et c'est terminé, il n'y a plus rien. Donc, c'est déjà des puces spéciales qui sont finalement produites en petite quantité. C'est une société assez spécialisée qui fait ça.
Mais donc, à l'époque, Apple, il pouvait se permettre d'espacer l'intervalle entre deux signaux qui était relativement important. C'était 4 secondes, je pense. D'accord. Maintenant, ils ont dû redescendre à 2 secondes et demie. Mais ce qui veut dire que le signal est envoyé 2 fois plus quasiment. Ouais. Donc, il y a 2 fois plus de consommation de batterie. Et ouais, tout à fait. Voilà, je ne sais pas exactement quel est le temps. Je pense que ça tient quand même facilement une journée. Ouais, une journée. Oui. Mais le truc, c'est pas trop grave dans la mesure où une fois que le frelon est habitué à un appât, il va revenir pendant une semaine, sauf s'il s'est chopé ou s'est écrasé ou quoi. Donc, on récupère de toute façon la balise. Après, il faut la recharger ou changer la balise. Il y a 5 balises dans le kit. Bon, voilà, c'est pas un gros problème, quoi. Donc, pour récupérer, souvent, ce qu'on fait, c'est un petit aimant sur le pot à mèche. Le frelon, quand il arrive avec sa balise, il est collé à l'aimant, on le récupère tranquillement. Voilà. Pour coller la balise, on la colle ou c'est un coupé sur l'abdomen un petit crochet. Ça, par contre, c'est un très très bon point. Si tu veux parler, non, on peut montrer la balise. On a la valise ici, donc c'est un truc. Finalement, ça s'accroche avec un crochet comme les boules de Noël là. Ah oui, ok. Entre le thorax et l'abdomen. Okay. Ils ont tout un système, c'est ça qui est bien dans le kit, c'est qu'il y a tout un système. Clips sur le frelon, quoi. Ouais, voilà. Mais ça s'accroche à sa taille. Ok. Ouais. Donc, une petite ceinture. Ouais, je sais pas, tu vois. Ouais, je vois bien, ouais. Voilà. On voit le crochet, on voit la batterie, et la puce. Et la batterie. En fait, là, c'est une puce auto intégrée. Et puis l'antenne dessous. Voilà, c'est l'avantage du fait que ce soit 2.4 GHz, c'est que l'antenne est courte. Et oui, il n'y a pas de prise au vent énorme quand ça soufflait. Voilà. Que pour du 433 MHz, il faut des antennes plus longues. L'antenne est plus longue, effectivement. Donc voilà. Et alors, c'est le kit en fait qui est intéressant. Oui, finalement, c'est le. Ah oui, c'est ce que je cherchais. Le kit. Donc, on part pas sur des frelons capturés à la volée. Ouais. Ça, c'est déjà un truc important. Ouais. C'est du frelon qui vient sur un pot de miel, quelque chose, et qui est capturé à l'endroit où il a l'habitude de venir depuis quelques jours. Juste pour préparer le terrain et avoir une chance de récupérer ta balise. Ouais. Parce que le problème sur un rucher, il vient peut-être sur une ruche, mais après il va peut-être 3 ruches à côté. Ça devient un peu chaud pour récupérer la balise, quoi. Donc c'est pour ça qu'on l'habitue vraiment à un appât. Et voilà, donc après il y a tout le kit. Voilà, dans le kit, en fait, ça, tu mets le frelon dedans. Ouais. Ça se referme. Tu le refermes. Ensuite, il y a un système. Une petite cage, j'imagine, ou s'adapte dessus. Une petite seringue. Non, c'est un tube. C'est un tube. Un tube avec un piston. Piston. Ouais. Voilà, tu as un piston. Ok. Là, tu vois. Donc, le frelon, naturellement, va remonter vers la lumière, va rentrer dans le piston. Et une fois qu'il est dedans, ça, c'est bien foutu. Vraiment. Tu le repousses, donc il va rentrer comme ça, tu le repousses en arrière, et il y a un petit ustensile une petite pince. Une pince, qui permet de le bloquer. D'accord. De manière quand même trop forte pour s'écraser. Ça, c'est le support pour mettre la balise. Pour mettre la balise dedans. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Et donc, tu règles la fermeture. Il y a un petit ressort. Donc, tu captures juste l'abdomen. Tu laisses apparaître la taille. Et là, hop, on glisse au crochet. Et alors, soit il est libéré tout de suite, soit par sécurité, on lui donne à manger. Et donc, ils ont fourni aussi une petite cage. Ouais, ça ressemble au panier à linge Ikea. D'accord. Ok. C'est une petite cage qu'on met sur une table pour mettre mais pliante, tu vois, c'est plié. Oui, je vois, ok. Donc tu mets de la nourriture et tu le laisses reprendre des forces. Et donc ceci est le petit tube dans lequel on introduit la balise avec l'antenne. C'est pour pouvoir l'accrocher facilement. On accroche
Ensuite, on le laisse repartir. Souvent, il repart rapidement vers le nid ou il attend un peu, il se dépatouille de se libérer. Ça dépend, mais parfois, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure avant de décoller parce qu'il essaye d'enlever la balise. Il sent qu'il y a quelque chose qui le dérange. Ouais, voilà. Après, bon, une fois qu'il est retourné au nid, après, il fait des allers-retours. Quand il a compris qu'il n'enlèvera pas la balise, bah, il continue. Il vit avec, il a pris son truc, et puis voilà. Exactement, il n'y a pas de problème, quoi. Oui, donc, voilà, dans le kit, tu as une balance pour chaque fois peser ton frelon et voir. Sûr qu'il soit en capacité de porter la puce voilà. Pour lui. Ça aussi, comme ça, tu ne mets pas n'importe quel frelon et ta puce. Il faut qu'il fasse quel poids? On dit 320, 350 mg minimum. Ok. Donc, en début de demi, quoi. Ouais, donc ça veut dire qu'en début de saison, c'est pas évident non plus. Et oui. Les premières ouvrières, il y a peu de chances de. Voilà, c'est un peu le problème. Est-ce qu'on peut faire du repérage directement avec des gînes? Est-ce que les gînes sont intéressés à venir en début de saison Est-ce qu'elles vont revenir sur le même, à mon avis, elles cherchent à faire un nid, elles vont chercher un peu de. Ouais. C'est pas l'urgence, c'est pas forcément de se nourrir. Elles sont sur la fin de la réserve et font de la et puis. Elles vont chercher un tout petit peu au départ. Alors, le piégeage, à mon avis, est plus efficace parce que là, au début, elles cherchent la nourriture. Oui. Et après, elles ne cherchent pas que de la nourriture sucrée. Elle va aller chercher peut-être des insectes pour nourrir les larves, du bois pour fabriquer le nid. La concurrence, la lutte intraspécifique qui fait que si on détruit un nid, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Ça risque de se le détruire entre elles, déjà, pour commencer. Donc, le jeu en vaut pas la chandelle. Ça ne vaut pas forcément le coup d'aller... Non, surtout que... En début de saison, la nature se débrouille et déjà se fait ça. Une balise, c'est quand même 100 € hors TVA. Oui, donc si on la perd... Donc, ça fait... non, c'est ça. On évite de sortir ça pour rien. Exact. Et donc, et après, l'étape suivante, il y a également... Attends, là, c'est dans la partie inférieure. Ah oui. Pour tirer. Bon, il y a une belle valise. Ouais. Très belle valise. De luxe. Donc là, une fois que le nid est repéré, on a repéré la valise avant de le détruire, évidemment. Là, on a juste on a libéré le frelon. Et après, tu as des récepteurs. Ouais. 3 récepteurs comme ça. J'ai pas vu un vrai, mais j'ai vu sur des vidéos des gars qui l'utilisaient. Et là, tu as la puissance du signal. Ouais. C'est du manuel. Directionnel, quoi. Ouais. Hyper directionnel. Et quand tu arrives près du nid, tu as une petite fonction zoom, si on veut. D'accord. Comme ça, dès qu'on est prêt Ça augmente le signal. Voilà, ça limite en fait, ça augmente le signal en fait. Ça augmente un peu la fréquence, j'imagine, pour arriver à. Oui, parce que sinon l'échelle avec il y a une dizaine de LED, on est près du nid, mais tout est vert. Oui. Alors bon, il faut mettre en mode zoom pour. Il peut être dans un arbre ou l'arbre à côté ou l'arbre voisin, donc c'est. Voilà. Et le dernier objet, c'est celui-là. Tu peux placer les récepteurs sur la voiture. 3. Donc là, tu peux choisir ton type de disposition en T. Plus ou moins. Ils sont numérotés, donc chaque antenne est. Et l'application portable fait également office de récepteur. D'accord, ok. Donc il y a 4 récepteurs, 3 sur le toit à ce moment-là, dans la poche. Quoi. Dans la poche. Autant de récepteurs qu'il y a de personnes qui participent. Oui, tout à fait. Si vous avez 5 ou 10, autant de récepteurs. L'application est directionnelle aussi ou c'est simplement. Ça dépend de ton portable. Ça dépend du portable, d'accord. Donc, théoriquement, oui, puisque un signal est vertical, horizontal, et ça dépend aussi de la position du frelon, mais et ça dépend vraiment de l'appareil que tu as. Et par contre, ça bouffe de la batterie. Sur ton téléphone, tu as intérêt à avoir un powerbank avec toi, parce que sinon, tu as... De partir le matin... une demi-heure, tu n'as plus de batterie sur ton téléphone. Non, c'est quand même énergivore, ce truc. Surtout les iPhones qui ne sont pas réputés pour avoir une batterie qui tient longtemps, en général. Ils ont d'autres qualités, mais la batterie, en général, c'est pas... Pour être vraiment optimal, ça demande d'activer toute une série de paramètres qui ne sont pas activés par défaut nécessairement dans ton portable. D'accord. Et une fois que tu les cumules, genre détection et reconnaissance d'appareils à proximité. Donc, ça, c'est l'équivalent de ce qu'il y avait ce qu'il y a sur Apple,
mais sur Android. Eh oui. Puisque maintenant, tu peux utiliser Apple et Android. Mais effectivement, quand tu as activé le Bluetooth, le truc, le machin, le bidule, tu as une meilleure réception, plus fine, mais ta batterie. C'est ça, ouais. Et après, on ne travaille pas sur une carte à plat. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, on est multidimensionnel. C'est-à-dire que quand tu vas être sous l'arbre, tu vas aussi avoir le côté vertical. Ouais. Si tu peux passer sous l'arbre en te disant je m'éloigne, alors que c'est Ouais. plutôt le côté vertical. Voilà. Et c'est vrai que les antennes sont très directionnelles. Hein. Dès que tu t'éloignes un peu, bon, c'est un avantage quand même quand on s'approche pour trouver une ligne. Et la distance, on va calculer plus ou moins quoi? Au départ, 200 mètres par rapport au. Ouais, en milieu urbain, on avait fait un test 200 mètres à peu près. À peu près 200 mètres. Donc, il vaut mieux avoir, si on est plusieurs, quelqu'un tous les 150 mètres à peu près pour arriver à le signal d'après. D'où ce que je t'expliquais. Voilà, d'où ce que je t'expliquais de préparer le terrain, Oui. baliser déjà et répartir des gens sur le trajet. D'accord, ouais. Enfin, c'est pas vraiment présenté comme ça, mais c'est la stratégie la plus efficace. Voilà, sinon au niveau qualitatif, c'est vrai que c'est qualitatif, c'est très complet. Ah oui, tu as du mousse pour protéger, c'est une valise. C'est une valise étanche, là, les valises, qui ont les valises photo là, professionnelles, là, un truc étanche, voilà. Donc, c'est bien fait. Et tout le système, ce qui est intéressant, c'est tout le système d'accroche de la balise. C'est pas du collage, parce que parler aussi du collage, endormir le frelon, mais bon, c'est quand même pas l'idéal non plus, parce qu'apparemment, ça. C'est des études de Darbouzet. Oui, Darbouzet qui expliquait que ça comme. Ça faisait avec du CO2 ou avec de la glace pendant 11 minutes. Oui, mais ça endommage quand même les récepteurs des antennes des frelons, apparemment. Oui. Donc, c'est pas idéal non plus. Il change de comportement à la suite de voilà. ça. Je vais baisser un petit peu, j'ai la lumière qui me vient sur l'écran. Oh, oui. Oh, du soleil. On a la chance d'avoir encore un peu de soleil chez nous, donc. Chez nous, la nuit commence à tomber, tu vois. Ah, ben ouais, vous êtes un peu plus à l'est aussi, du coup, forcément. Mais non, voilà. Je me suis perdu. Non, pour les antennes. Ouais, les destructions, après, du coup, c'est vous qui les réalisez, il y a des réseaux, c'est des J'ai trouvé mon idée. Ouais. La technique du crochet, c'est quand même une belle idée. Ouais. Par rapport, parce que là, tu n'as pas besoin de les refroidir, de les gazer, de quoi que ce soit. Tu le chopes tranquillement, déjà, tu ne le stresses pas. Tu n'interviens pas sur son métabolisme. Juste tu le mobilises et c'est un petit stress, beaucoup moins aussi. Moins qu'un choc thermique ou que l'exposition à gaz. Et c'est pas plus compliqué d'accrocher que de venir coller. Le geste pour quelqu'un qui a jamais fait, il est facile à apprendre, quoi. Oui, c'est ça. Faut oser, quoi. Mais ça, c'est dès que tu approches le frelon, tu manipules le frelon. Bon, ici, on n'est pas vraiment en contact. En plus, il y a toujours il y a la pince, on n'est pas vraiment en contact avec le frelon non plus, quoi. Donc, c'est pas mal, quoi. Je précise, on n'a pas d'intérêt financier chez Robor. Non plus, ni chez Robor, ni chez Loch Nest. Moi, je suis simplement là pour mettre du contexte, pour donner l'information et que ça bouge et que ça avance et diffuser au maximum. Voilà, un travail un peu d'investigation et puis de relais d'information. Sinon, puis tu as cette fameuse application pour portable. Là, il faut regarder comme elle est téléchargeable gratuitement. Il y a des tas d'options. Oui, les mêmes intéressantes quand tu fais du marquage avec des pots à mèche, c'est que ils ont amélioré ça. Tu peux donner une couleur, etc. Donc, dans l'application, donner une direction de vol, un temps de vol. D'accord. Ton frelon qui est marqué en jaune, tu sais que c'est le jaune, celui en bleu, c'est le bleu, etc. Voilà, tu n'as plus besoin d'avoir ton bloc-notes et ton truc. Voilà, c'est déjà dans l'application. Donc, ça permet de le faire aussi. Chouette. Voilà. Chouette. Donc, voilà. Au niveau efficacité, ça marche à combien de pourcents? J'imagine qu'il y a aussi du
des fois où ça ne fonctionne pas, où on ne trouve pas le nid, où on perd la puce. Ça arrive. Perdre la puce, c'est rare. Je pense si on organisé. travaille en amont, je pense qu'il n'y a pas de raison de la perdre parce que le frelon, en général, il revient plusieurs jours. Oui. Donc là, on le récupère forcément. Même si la batterie est épuisée. Oui, c'est ça, il revient avec la batterie. Oui. Et bon, l'efficacité, nous, on n'est pas. On est en phase test, on l'a peu utilisé, enfin, on l'a juste testé, etc., pour un peu voir comment ça fonctionnait justement. Mais il y a des groupes là à Bruxelles qui l'utilisent, ils ne jurent que par ça, ils sont en fond, ça marche, ça marche bien. Il y a plusieurs balises. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des financements dans certaines communes. Le truc, c'est qu'on essaie d'abord d'avoir des groupes citoyens via Facebook, ça marche bien. Oui, des groupes, tu en as parlé avec le code postal. Les scanners et tout. Ouais. Et bon, une fois qu'on a assez de monde, c'est ça aussi, hein, il y a beaucoup de gens qui nous renseignent des nids. Oui. Quand c'est dans des jardins, intérieurs d'îlots et tout, on n'a pas des plateformes internet, des sites internet où les gens peuvent signaler un nid, parce que nous, ça fleurit en France, on en a un petit peu partout. Maintenant, on est occupé, là, il y a un membre de notre groupe qui s'est lancé là-dedans. Ouais. Ça va être lancé prochainement. Okay. Et justement, pour la signalisation des nids, etc., toutes les informations en plus, frelons asiatiques, etc., donc par région. D'accord. Donc ça, c'est bien. Mais aussi spécifique aux frelons asiatiques. Oui. Parce qu'il y a des tas d'applications ou de sites de signalisation d'espèces invasives ou exotiques, mais qui sont rébarbatives à souhait. Oui, des choses absolument pas dans par les administrations, avec des termes académiques. Oui, voilà, ici, c'est limité à la signalisation de nid en plus, parce que c'est vrai que sinon, dans ces trucs, c'est tellement compliqué que les gens vont passer un frelon, ben, on ne sait pas on ne sait pas quoi. Oui, tout à fait. Beaucoup trop d'informations. Voilà, donc ça, c'est un peu en fonction de chaque commune. C'est qu'une fois qu'on a suffisamment de citoyens, on met un peu la pression sur les élus et on leur demande de l'argent. Et voilà, donc suivant les communes, ça marche ou ça ne marche pas. Mais bon, voilà, il y a des communes à Bruxelles qui ont quand même financé le matériel, achat de perches, système rebord, etc. Qui comprennent l'utilité pour le commun de protéger contre le voilà. C'est pas juste pour protéger une ruche, c'est aussi pour la sécurité. Parce qu'il y a aussi une communication, en tout cas avec Bruxelles Environnement, c'est eux qui gèrent finalement le environnement en région bruxelloise, et ils sont plutôt pour laisser faire en disant que ça va. C'est un problème d'apiculteurs et finalement que les apiculteurs n'ont qu'à se débrouiller avec le ruche. De toute façon, il y a trop d'apiculteurs à Bruxelles. Et voilà, ça fait de la concurrence aux abeilles sauvages. Enfin, c'est toujours le même discours, quoi. Et c'est pas celui qui a 9 ruches qui fait ça. Celui qui en a 400 et qui amène ses 400 ruches au même endroit à la même période, c'est sûr qu'il va y avoir une concurrence avec les abeilles sauvages. Mais on va dire 8-9 ruches, ça ne change pas grand-chose. Je pense pas, parce que les abeilles sauvages ne vont pas nécessairement butiner sur les mêmes plantes. En plus, donc c'est pas vraiment la concurrence. Et on est situé à Bruxelles, il y a tellement il y a énormément de verdure, quoi. On est en proximité de forêts de soigne, il y a beaucoup de parcs, c'est vraiment la nature, les grands jardins, etc. Donc, c'est pas vraiment la nourriture qui manque. Et puis ça comble un déficit, malgré tout, de pollinisateurs, quoi. Voilà. On n'est pas dans une situation où on a trop de pollinisateurs. Non, exactement. Et mince, sa concurrence, c'est ce qu'on voudrait garder, quoi. Et on voit bien quand il y a de la prédation comme ça sur des arbres, des buissons, ce ne sont pas nécessairement des abeilles. Hein. Les gens pensent toujours aux abeilles, mais il n'y a pas que les abeilles. Hein. Les dernières études que j'ai vues, qui datent de l'année dernière, c'était 45% d'abeilles. Oui. Et du coup, 55% d'autres de l'alimentaire, d'autres insectes, quoi. Hein. Qui peuvent être aussi de l'abeille solitaire, qui peut être de la guêpe. Ça peut être de la guêpe. Moi, j'en ai vu, il est en prédation devant des nids de guêpes, dans une corniche. Il y avait 4 frelons. Des pucerons, de la sauterelle. Ouais. Là, c'est ce qui est visible, parce que bon, il y a des endroits où on ne va jamais et on ne le voit pas non plus. Bien sûr. D'après les études locales faites par le CRAW, donc il y a un organisme de recherche wallon pour tout ce qui est agriculture, parce que ça dépend de l'agriculture en fait. L'apiculture dépend de l'agriculture. Oui, comme chez nous, c'est l'INRAE qui bref, d'après l'étude, en ville, c'est l'abeille sociale
c'est à peu près 60% de l'alimentation du frelon asiatique. D'accord. Et en milieu moins urbain, on est à 40%. D'accord. On a de nouveau à peu près les chiffres que Oui, je crois que ça. dans l'étude. Ouais. Et d'après un calcul que j'ai fait cette année-ci, donc pour la zone sud du pays, la Wallonie, en suivant la courbe de développement du Morbihan Mhm. et en extrapolant statistiquement, enfin voilà, Ouais. Mathématiques, hein. cette année, dans cette partie de la Belgique, on attendait 35 000 nids. D'accord. Voilà. Ok, ouais. Et en faisant un calcul rapide, pas si rapide que ça, la conclusion, c'est que sur l'ensemble de la saison frelon, il y a un peu plus de 37% de l'ensemble des abeilles qui seront nées qui auront été bouffées. D'accord, 37% quand même. Ouais. Voilà. Voilà. Ça, c'est rien qu'en prédation. Là-dedans, il faut compter en plus les colonies qui auront été trop affaiblies, Le stress. Ouais. et celles qui n'auront pas assez de réserves et qui vont s'effondrer en hiver. Et oui, en plus. Ouais. Voilà. Ça, c'est l'effet, deuxième effet qui se coule. Ouais. Et là, on était, je pense, en Flandre, comme exemple, on était à peu près 8800 nids l'année passée. En fin de cette neutralisation, on est pratiquement à 25 000 maintenant. Ah oui. Donc, c'est 3 fois plus. Ah ouais, c'est à peu près ce qu'on voit. Il faut multiplier à peu près par 3 sur les premières années dans ce secteur. Ouais. Ouais, et on pense que sur Bruxelles, soit l'année prochaine, soit dans 2 ans, on atteint le pic de saturation, enfin là où le frelon s'autorégule en nombre de nids, qui est beaucoup trop important. Hein. Oui. Si on prend la courbe du Morbihan, justement, on voit qu'il y a... il y a un plateau qui est atteint. Et on pense que c'est l'année prochaine, au pire dans 2 ans, sur Bruxelles, on atteint le plateau. Moi, ce que j'ai pu remarquer depuis 20 ans que je côtoie cette bestiole, les années où il y a des stress météo, donc soit du gel l'hiver, soit des périodes de canicule au printemps ou des périodes très pluvieuses au printemps, souvent il y a moins de nids. Mais ce moins de nids ne veut pas dire moins de gîtes en fin d'année, parce que moins de nids, mais souvent j'ai remarqué qu'ils devenaient plus gros, ils ont sûrement moins de concurrence. Ouais. Donc ils se nourrissaient davantage, ils deviennent plus gros. Donc qui veut dire nid plus gros, veut dire plus de gîtes par nid en fin de saison qui partent à se mettre à l'abri. Donc en définitive, qu'on ait beaucoup de nids ou pas beaucoup de nids, souvent ça s'équilibre sur le nombre de gîtes. Ouais. C'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup plus de nids à Bruxelles, et je trouve qu'effectivement, ils étaient plus petits que l'année passée. Ils étaient moins gros. Ben, nous, on a eu des nids énormes en fin de saison. Ouais. C'est rare pour le souligner. On a fait beaucoup de nids à 90, 100 cm de diamètre. En fin de saison. Enfin, 100 c'est quand même rare, mais 90, j'en ai fait beaucoup. 40 cette année à 90 cm. Ouais. C'est des années où il y a eu moins de concurrence, moins de nids, donc les nids sont devenus plus gros. Ouais. Nids plus gros, c'est pas mal aussi pour opérer. Visuellement, on les voit mieux, quoi. Ouais. Mécaniquement, un nid de 90 cm, même quand il reste quelques feuilles dans l'arbre, on arrive à le repérer, quoi. Ouais. Voilà. Après, on détruit davantage de nids. Il y a moins de concurrence au printemps entre les gîtes. Enfin, voilà, tout s'équilibre de toute façon, quoi. La nature tend toujours à revenir vers un équilibre, quoi. Ah oui, ça, il s'adapte. Il est fait pour la chasse et pour s'adapter à l'environnement. L'intelligence, le terme anglo-saxon, c'est le pathfinding, trouver le chemin, quoi. Ouais. Toujours trouver le chemin de la survie, quoi. Par un moyen ou par un autre, hein, il y a toujours un moyen de s'adapter, de survivre, de transmettre, hein, et de... Voilà. Oui, cette année, on a eu un excellent printemps. Ouais. Donc, autant ça a été... Des bonnes mielées d'acacia, des bonnes mielées de printemps, colza, etc. Enfin, colza, en général, ça marche toujours bien. Mais... Ouais, ben, ce qu'il y a, c'est que la Belgique étant tellement petite, on n'a pas de miel monofloral. D'accord. Les abeilles, forcément, trouvent plusieurs... Voilà. Sauf si tu as un champ de colza juste à côté, mais sinon, en général... Il n'y a pas de région où il y a, par exemple, que du robinier, ou des régions où il y a que Non. du robinier. Non, il y a pas, c'est pas assez étendu pour que ça arrive. Même vers Liège, vers l'Arrêt, tout ça, il n'y a pas de...
Bon, pas vraiment, non. Non. Ouais. Non. D'accord, ouais. Mais ouais. Et donc, autant ça a été une bonne année, question mielée, autant ça a été une excellente année pour le frelon aussi, puisque Oui. les sources alimentaires étaient les mêmes. Mhm. Les abeilles se portant bien, dès qu'il a fallu des protéines, c'était buffet. Principe de la chaîne alimentaire, hein, Ouais. si les maillons sont forts en dessous, eh bien, ça aide le maillon de dessus à être fort aussi. Voilà, donc, mais comme tu dis, qu'il fasse beau ou pas beau, l'équilibre se fait. De toute façon, il y a toujours autant. Et puis même qu'on détruisait les nids, qu'on ne les détruise pas, on va dire que c'est du bénéfice à court terme ou à moyen terme, mais à long terme, de toute façon, l'expansion, elle est là. Et Ouais. je suis même pas sûr que le fait de piéger, de détruire, hein, il faudrait tout piéger, tout détruire la même année partout en Europe. Hein. Oui, c'est ça aussi. Ouais. Ouais. Quand on voit qu'on arrive en 2004 avec une seule gine, quoi. L'avantage, l'intérêt plutôt de continuer à procéder au piégeage et à la neutralisation des nids, c'est quand même l'impact que ça a sur la biodiversité. Oui. Parce que là, ça va se payer. Tôt ou tard, et probablement plus tôt que tard, si on ne fait rien du tout, l'impact va être démultiplié. On voit déjà les populations d'insectes qui chutent. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais Ouais. moi, dans le sud-ouest, encore même pas quand j'étais gamin, il y a encore 15 ans, 20 ans, on ne pouvait pas faire 100 km en voiture, hein, il fallait s'arrêter pour nettoyer le pare-brise, presque, j'exagère un peu. Mais aujourd'hui, vous pouvez rouler pendant 3 jours d'affilée, vous avez 3 moucherons qui se battent en duel, quoi. Ouais, c'est pareil. Ouais. Il n'y a plus d'oiseaux, on fait beaucoup moins qu'avant. Il y a des secteurs où, au niveau pesticides, agricoles, tout ça, il y a des réglementations qui sont passées, il y a des produits qui ont été interdits ou retirés. On voit que ça va un peu mieux ponctuellement à certains endroits, mais c'est pas suffisant, quoi. Il y a tout un déséquilibre lié en partie au frelon asiatique qui fait que ça. Voilà, ça. Ouais, ça peut être l'avantage en ville, ou à Bruxelles, où les pesticides sont pas interdits. Et oui. Pour le particulier, les jardins, etc., on n'a pas de pulvérisation, quoi. Donc ça n'a pas. Chimique, Du coup, contre-intuitif au niveau chimique, c'est beaucoup plus propre en ville finalement, quoi. Ouais. Mais le frelon en profite aussi. Et le frelon profite aussi, tout à fait. Avec ça. Bon, et ces échanges, c'est super intéressant. Vous voyez des choses qu'on n'a pas abordées qui seraient intéressantes, question que vous avez aussi sur nous, les Gaulois. En fait, on vous suit de très près, les Gaulois. Puisqu'on a déjà on a accès à la télévision française. Ouais. Je vois que tu as un joli t-shirt d'Armorique. Ouais, enfin non, c'est de Finistère. Du Finistère. Les ramoneurs de Minir. D'accord. Qu'est-ce que je disais Donc on vous suit. Ouais, donc. Ce qui se fait en France, on le suit de très près. Donc on est quand même assez au courant. Enfin, même au niveau de la loi qui est passée, on était au courant aussi. Enfin, voilà. Puis avec Internet et YouTube. Ouais. Ça va très vite. Et c'est bien. Ouais. Ça nous a permis de réagir à titre individuel, en tout cas, assez rapidement. Et oui. Maintenant, c'est la preuve que les gouvernements n'apprennent pas, puisque manifestement, chaque pays où le frelon débarque, ça a l'air d'être la surprise. Ça, c'est. Ouais. Je ne suis pas là pour faire de politique, mais je ne pense pas moins. Et souvent, c'est des gens qui n'ont pas les idées du bien commun. Je ne vais pas plus m'étaler là-dessus, mais voilà. Bon, mais je crois qu'il faut que la population prenne conscience aussi du problème et ne se repose pas sur les pouvoirs publics. D'abord, c'est très lent de toute façon et ils ne peuvent pas être derrière non plus. Il y a parfois des gens dans nos groupes qui reprochent « Ah, la commune ne fait rien, machin », mais bon, on ne peut pas mettre un agent devant chaque arbre ou aller visiter toutes les maisons pour voir. Donc, il faut que les gens participent, c'est la meilleure façon. Et avoir des prix pas trop élevés aussi pour que les gens prennent à leur charge les... Et la commune, c'est toujours pareil. C'est pas parce que la commune paye que c'est gratuit. C'est les gens qui payent la sortie. C'est le citoyen qui paye aussi, quoi. De toute façon, il y a des budgets, c'est pas si évident que ça, quoi. Ouais, tout à fait, ouais.
Donc, c'est vrai que. Mais bon, il y a des gens il y a des gens qui exagèrent dans les tarifs. Ça, c'est clair que Oui. c'est comme partout. Chez nous aussi, un tarif à 350 € pour faire des nids. Ça, c'est de l'opportunisme, on va dire. C'est des Voilà. entreprises qui vont faire ça pendant quelques temps, qui vont se griller au niveau de leur Ouais. client. Et puis, la fois d'après, ils iront faire de l'isolation thermique. Et puis après, ils iront faire autre chose. Ouais, Et puis, voilà. c'est Mais c'est là-dessus qu'il faut communiquer aussi, je pense. Il faut communiquer, Oui. expliquer aux gens. Et... Tout à fait. On a sorti une vidéo là pour expliquer aux gens. Exactement, je vous l'enverrai la vidéo qu'on a faite. Pour expliquer voilà, que quand on fait intervenir quelqu'un pour détruire un nid de frelon chez soi, il ne faut pas prendre ni le moins cher qui est à 40 €, parce que c'est quelqu'un qui risque de ne pas être professionnel, assuré, déclaré, certifié, va faire ça avec des produits qu'il trouve sur Internet un peu à l'arrache, etc. Ouais, ouais. Qui va lui se mettre en danger, va mettre l'environnement en danger, va mettre aussi la santé du client et des animaux domestiques en danger. Ouais. Et après non plus, pas se faire arnaquer. Et pas, voilà, si quelqu'un demande 350 € pour un nid, comme tu dis, c'est de l'opportunisme de métier, je ne dirais même pas. C'est des arnaqueurs professionnels qui vont faire ça un temps et puis qui vont passer à autre chose quand la niche sera épuisée, quoi. Ouais, exact. Ouais, et puis ça dessert la cause parce que c'est le genre d'événement qui va être médiatisé. Bien sûr. Et ben, il faut 10 fois plus d'expériences positives pour effacer une expérience négative. Tout à fait, ouais. On retient essentiellement les faits divers sensationnels et marquants. Quand on va à un mariage et que tout s'est bien passé, sauf qu'on n'a pas trop bien mangé, on se rappelle du repas, quoi. Voilà, ça. Et du coup, ben, ça veut dire que les gens vont être méfiants, les gens vont dire « oh, ben, j'ai rien vu et surtout, je veux rien voir ». Voilà, donc c'est vraiment contre-productif et c'est malheureux. Tout à fait. D'où l'importance de militer pour des bonnes pratiques. Et voilà, et en transparence, et puis se remettre en question aussi. Des fois, on est dans l'erreur, et puis il faut se dire qu'on n'a pas toujours raison et qu'il y a des choses qui existent ailleurs, se renseigner, discuter. C'était un peu le but voilà, de l'entretien aujourd'hui aussi, de voir ce qui se faisait ailleurs. Ben, c'est à peu près pareil. Ce qui est bien, c'est que vous avez vu les erreurs que nous, on a fait en France. Vous êtes inspiré du meilleur. Ouais. Puis nous, maintenant, moi, je vais essayer de communiquer là-dessus pour faire voir que le meilleur a été repris ailleurs. Donc, on va essayer de faire le meilleur de ce que vous avez gardé de nous, quoi. De boucler, quoi. Ouais, exact. Ouais, c'est bien. Voilà, mais bonne continuation à vous. Si mais également, vous avez des choses à exposer, à dire. J'ai pas une grosse. Au Frelon, on n'a pas encore une grosse visibilité. On est en train de grossir tout doucement. On est présent un peu sur toute la France, sur 75 départements à peu près aujourd'hui, sur les 3/4 des départements français, avec des techniciens locaux à chaque fois. Donc là, on va booster un petit peu la visibilité l'année prochaine. On va faire un petit peu de communication, réseau, etc. Donc après, si vous avez des revendications, des choses à dire et des idées à faire remonter, on sera là. Ok, parfait. Merci beaucoup pour ces échanges super instructifs en tout cas. Tout à fait, on partage ton avis.